générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir ce nouvel épisode de l'émission Mauvais Genre, le 6e épisode, si je ne me trompe pas. Ça fait très très longtemps que nous n'avions pas renoué le dialogue avec Romain Rimbaud, que vous connaissez, ami, confrère youtubeur, professeur de philosophie, de cinéma et aussi, et important, magicien. Et d'ailleurs, dans le descriptif de l'émission, vous retrouverez, comme d'habitude, le lien qui renvoie à sa chaîne YouTube. Et c'est aussi un compagnon de route, je voudrais quand même le préciser, compagnon de route d'une aventure critique que nous avons construite ensemble il y a plus de 3 ans et demi, 4 ans. En tout cas, c'était ce qu'on se disait hors caméra. Et donc, je suis vraiment content, heureux de retrouver sa voix pour clôturer cette dernière saison de Mauvais Genre. Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions, je m'en excuse, c'est de ma faute. Mais en tout cas, on voulait clôturer sur 2 films qui ont été importants dans mon enfance. Donc, les 2 films, je les ai choisis. Et donc, ce sont 2 œuvres qui occupent une place importante dans l'histoire du cinéma d'horreur américain du début des années 80. 2 films qui ont été réalisés en 81, qui ont accompagné ma découverte du genre et la découverte du genre pour toute une génération de spectateurs. Vous avez The Prowler de Joseph Zito et Dark Knight of the Scarecrow de Frank de Felita. Alors, The Prowler, si je ne me trompe pas, c'est connu sur Rosemary. Si tu Ouais, pourrais m'aider. Rosemary's Killer. Je crois que c'est C'est Rosemary's Killer. Rosemary's Killer, voilà, c'est ça, exactement. Et Dark Knight of the Scarecrow, c'est La Nuit de l'Épouvantail. C'est Voilà, ça, c'est tout ça, à fait. La Nuit de l'Épouvantail. Et donc, quand on voit ces 2 films, on a l'impression que ces 2 films, enfin que tout oppose, tout semble les opposer. Alors, vous avez d'un côté le film The Prowler qui a été réalisé en 81 par Joseph Zito, qui est une figure importante du cinéma populaire américain des années 80, qui a été produit d'ailleurs dans le sillage du succès colossal de Halloween, de Vendredi 13. C'est un film qui appartient à une période d'explosion du slasher où les studios indépendants cherchaient à reproduire une formule qui est devenue extrêmement rentable. Mais Zito, et ça je pense qu'on va en parler, ne se contente pas d'appliquer une recette. Il va signer un film qui sera marqué par une mise en scène plus ou moins rigoureuse et par des effets spéciaux très sanglants d'un certain Tom Savini, qui était d'ailleurs au sommet de sa carrière. Et derrière l'apparente mécanique du film de tueur en série, du tueur masqué, se dessine aussi une œuvre hantée par les fantômes de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être ça l'aspect le plus intéressant, ou si ce n'est l'un des aspects les plus intéressants de ce film. Donc par les blessures du temps et par une violence qui refuse obstinément de disparaître. Et de l'autre côté, vous avez un film qui est un téléfilm qui a été lui aussi diffusé en 81. On verra pourquoi. Et qui est produit pour la télévision américaine, CBS d'ailleurs, qui est réalisé donc par Frank de Felita, qui était un écrivain et cinéaste peu reconnu pour son travail dans le fantastique. Et c'est un film qui appartient à un univers totalement différent. Il n'y a pas trop d'hémoglobine, ni d'hémoglobine spectaculaire. Il n'y a pas trop d'effets de maquillage qui seraient destinés à faire sursauter le spectateur, la spectatrice. Pardon. C'est un récit qui se déroule dans une Amérique rurale où les champs de maïs, les routes désertes et les clôtures de bois dessinent un paysage profondément inquiétant et qui se met un paysage presque immobile. Et pourtant, sous cette tranquillité apparente, quelque chose de profondément inquiétant se met en marche. Le scénario est écrit par J.D. Fagelson et qui va transformer progressivement un fait divers tragique en conte de vengeance surnaturelle. On n'est pas loin du conte de fées, on va en parler très certainement, tout en explorant les mécanismes de la peur collective, du préjugé et de la violence communautaire. Et ce qui rend ces 2 films particulièrement intéressants, c'est précisément ce qu'ils partagent malgré leurs différences. Tous 2 apparaissent en 81. C'est une année charnière pour le cinéma d'horreur américain. Tous 2 s'intéressent à des communautés enfermées dans leurs propres histoires et tous 2 mettent en scène des passés qui refusent d'être enterrés. Et dans les 2 cas, un événement ancien continue d'irradier le présent comme une braise sous la cendre. Et surtout, ces 2 films racontent à leur manière une même obsession américaine, celle du retour. Et c'est très étrange parce que c'est un film qui se situe donc au début des années 80, fin des années 70. On pense à la guerre du Vietnam, on pense au road movie, on pense à tout ça. Et donc, le retour d'une violence que l'on croyait révolue, le retour d'une faute que l'on pensait oublier, le retour d'une présence qui surgit au détour d'un champ, derrière une fenêtre ou au fond d'une nuit d'été.
Et là où The Prowler emprunte les chemins du slasher et de la terreur physique, La Nuit de l'Épouvantail choisit ceux de la fable gothique et du fantastique rural. Mais les deux œuvres regardent toujours dans la même direction, celle d'un passé qui marche encore parmi les vivants. Plus de 40 ans après leur sortie, ces films continuent d'occuper une place singulière dans le paysage du cinéma de genre américain. D'ailleurs, très étrange, enfin, c'est pas très étrange, mais si vous faites des recherches sur YouTube, vous tapez le titre du film suivi du nom du cinéaste, vous allez voir une pléthore d'émissions, très souvent des émissions en langue anglaise qui sont faites sur ces films. Donc, c'est particulièrement alléchant, surtout c'est ceux qui sont anglophones, c'est-à-dire le contraire que je suis. Et donc, ces films continuent d'occuper une place singulière dans le paysage du cinéma de genre américain. Et sous leurs apparences de films d'horreur, ils interrogent des questions qui dépassent largement le simple cadre du divertissement, à savoir la mémoire, la responsabilité, la justice, ou encore la manière dont une communauté construit ses propres récits. Donc, je suis très content avec toi, Romain, de retourner dans ces paysages crépusculaires. Bienvenue dans Mauvais Genre, 6e épisode. Question, après cette longue introduction, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors déjà, c'était passionnant. C'était passionnant de t'écouter. Donc merci d'avoir pris tout ce temps pour écrire. C'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, première chose. Et donc, de fait, ça va doublement très bien. Très bien parce que je te retrouve et très bien parce que je viens d'assister à une fabuleuse démonstration critique de contextualisation. Voilà, je tiens à le dire. Tout va très bien. On en c'est juste, des éléments factuels, hein. Je n'ai pas Ouais, encore oui. on n'a pas encore dit réellement l'intériorité de ce film, ce qu'on ressent vis-à-vis de ce film. Là, c'était vraiment des éléments factuels, mais j'avais été très surpris, c'est vrai, je ne Mm. m'en suis même pas aperçu que ces 2 films avaient été diffusés en 80 et juste, au moins pour contextualiser une chose qui me paraît, pas forcément importante, mais quand même, le fait que ces 2 films soient là, à l'ordre du jour, au menu de Mauvais Gens, c'est que ces 2 films on en parlait souvent, toi et moi, hors caméra, parce que ce sont des films que j'ai découverts enfant, heu, milieu des années 80, sur Canal+ et je l'ai toujours dit, Canal+, pour beaucoup de gens de ma génération, a été, une révolution, un événement très important et moi qui viens du film d'horreur, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est mon ADN cinéphile, le film d'horreur. On était vraiment servis et encore, c'est très paradoxal parce que moi, les films d'horreur, je les voyais pas à l'époque, soit en cachette assez rarement ou soit, mon cousin me les racontait et ces 2 films d'horreur, je les ai vus un peu en cachette et j'ai mis du temps à les retrouver et je t'en parlais, je dis: «Voilà, j'ai vu un film, ça s'appelle ça, il y a ça et ça» et je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant de revoir ces 2 films ou toi de les découvrir». Je sais pas si tu les connaissais déjà, si tu les avais déjà vus, je ne pense pas, je crois que tu les as Alors, découverts. La Nuit d'Épouvantail, si, je l'avais vu avant. Mais The Prowler, je l'avais jamais vu, je connaissais même pas d'ailleurs l'existence en fait, vraiment, c'est une totale découverte. Bon, bah, voilà, donc contextualisons cela et maintenant passons bien évidemment, passons tout de suite à première question très, très simple. Déjà quand tu revois, La Nuit de l'Épouvantail, quand tu découvres The Prowler, les premières sensations, premiers sentiments que tu as vis-à-vis de ces 2 films? Alors avant juste de te répondre, juste un petit truc, ça c'est par rapport à ce que tu disais. Moi je me rappelle, c'est juste pour, boucler la boucle un petit peu de toutes les émissions qu'on a faites ensemble. Tu m'as parlé en tous les cas de The Prowler, en ne te rappelant plus du titre, ça m'est revenu parce que tu me parlais de ce plan sur une rose et tu m'en as parlé juste après notre tout premier échange. On avait discuté un petit peu sur Cronenberg. Donc voilà, c'était juste intéressant, je trouve ça assez marrant parce que c'est la première fois que tu m'as parlé de ce plan sur la rose et tu ne te rappelais plus du titre et à ce moment-là, tu m'as dit: «Je vais chercher, puis on en reparlera» et donc pour le coup, finalement, 4 ou 5 ans plus tard, je trouve ça hyper chouette qu'on revienne dessus en fait et avec la réponse à cette énigme, quel est le film en question avec ce plan sur la rose? Voilà, c'est Une rose dessinée sur une lettre qui voilà, c'est ça. ouvre pratiquement le film, une lettre de rupture et Rosemary, annonce à son petit copain, son boyfriend qui lui, a participé à la Seconde Guerre mondiale, donc est très certainement est allé en France, en tout cas est allé ailleurs Ouais. et pour ça, ça c'est assez logique, encore que mais ça bon, bref, on parlera d'autre chose de ça. Mais qui donc il lit cette lettre et elle lui annonce cette rupture et le film commence comme ça. Donc c'était effectivement ça. Ouais. Et c'est pour ça, je trouve ça hyper chouette de me dire, voilà, que finalement, enfin, ce truc dont on a parlé au tout début, on le retrouve à un moment donné et alors moi, le La Nuit de l'Épouvantail, alors ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai vu, hein, je l'ai découvert quelques mois avant l'émission.
puisque Mad l'avait ressorti en fait. Je crois que c'est ESC qui l'a ressorti, et puis Mad l'avait dans son édition DVD, etc. Et donc j'ai découvert le film à ce moment-là, donc c'est finalement une découverte quand même assez récente. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper chouette que tu me le demandes pour qu'on en parle à une émission, parce que le film, moi, m'a beaucoup plu en fait quand je l'ai découvert. Je trouve qu'il y a un truc. Tu l'as dit, c'est pas un slasher, c'est un film qui est une sorte de film de vengeance d'outre-tombe, qui moi, à chaque fois que je le vois, étrangement, me fait beaucoup penser au Pumpkinhead. Alors même si c'est différent de Stan Winston, en fait, je trouve qu'il y a un truc un peu, cette idée d'un personnage qui va. Alors dans Pumpkinhead, c'est plutôt un personnage qui invoque une créature pour se venger d'un groupe de jeunes qui a tué son enfant par accident. Et donc la créature va venir tuer un par un ce groupe de jeunes qui était de près ou de loin, on va dire conditionné par ce crime-là, pour le coup, qui est interprété par donc le père interprété par Lance Henriksen. Et donc c'est le seul film de Stan Winston. Et la créature, je la trouve très très belle. Là, pour le coup, effectivement, il me semble d'ailleurs que le film était présenté quand même comme un slasher à l'origine, alors que c'est effectivement pas ça. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a. Alors c'est ça que je vais peut-être aller directement dans un truc un peu comparatif, parce que je les ai revus en fait en même temps. Et c'est marrant parce que je trouve que les films sont liés aussi, ils sont assez complémentaires. C'est-à-dire que je trouve que les qualités de l'un sont les défauts de l'autre, et les défauts de l'un sont les qualités de l'autre. C'est un petit peu étrange pour ça, parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, The Prowler, c'est un film qui est très graphique, et moi en ça, il m'a plu, parce que les effets spéciaux de Tom Savini, parce qu'en plus, il y a un vrai travail sur la violence que je trouve très intéressant, sur le travail de l'agonie. En fait, je trouve que là, c'est un film dont les séquences de meurtre durent beaucoup de temps. Peut-être qu'on détaillera un petit peu plus tard, mais je trouve qu'il y a 2-3 séquences qui sont vraiment intéressantes où on pousse ce truc-là. Sauf que moi, ce que je trouve un petit peu dommageable dans The Prowler, c'est que ça, justement, il n'y a pas toujours. Il y a quelques séquences qui sont intéressantes en termes de mise en scène, de découpage, mais je trouve que globalement, la caméra, elle est plus là pour shooter correctement les props, les effets de maquillage de Tom Savini. Ce qui fait que finalement, la sidération, elle vient davantage du maquillage que de la mise en scène en tant que telle. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des moments intéressants. Je trouve que notamment tout le début où ce groupe de jeunes femmes sont en train de se préparer justement pour le bal de promo, et il y a un montage alterné avec elles qui s'habillent et qui revêtent leur habit de soirée, et le tueur en même temps est en train de revêtir son habit de soirée. Et il y a un truc vachement intéressant sur ces quelques moments, voilà, de montage alterné, que j'aime vraiment, que je trouve vraiment intéressant. Après, je trouve que pour le coup, pour revenir un petit peu à The Dark Knight of the Scarecrow, ce qui est intéressant, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme il ne montre pas grand-chose, et que finalement, il est obligé, pour des contraintes télévisuelles et aussi pour des contraintes certainement de budget, de montrer véritablement notamment les meurtres, et puis en même temps, c'est pas ce qui l'intéresse, il est obligé de faire usage de mise en scène. Là où finalement, de l'autre côté, les effets spéciaux de Tom Savini presque sont une fin en soi, et il y a il y a une séquence, moi, que je trouve très intéressante pour penser ce truc-là. Donc dans The Prowler, il y a une séquence où il y a donc le petit ami d'une des jeunes femmes du groupe qui vient donc la chercher à la sororité. Elle est en train de prendre sa douche. Alors le tueur la tuera par la suite, mais dans un premier temps, il va tuer le petit copain. Il y a ce truc intéressant où le petit copain est assis sur le lit, il l'attend. Et donc le tueur arrive par derrière, il prend son couteau et il lui plante dans le bas je sais pas, sous le menton, on va dire ça grossièrement, et ça lui rentre dans le crâne. Et globalement, ce que fait en termes de découpage, ce que fait Zito, c'est qu'il fait globalement un plan, on va dire un plan poitrine en gros du personnage, avec la silhouette du tueur qui est debout derrière lui, ce qui permet qu'on ne voit pas le visage. Et puis on a ce plan, on voit donc d'abord en plan, on va dire en plan poitrine, le couteau s'approcher de sa gorge, puis on a un très gros plan, me semble-t-il, à peu près sur sa gorge. Donc on voit le couteau rentrer, et ensuite on revient sur le plan poitrine où on voit que le couteau est bien rentré, le mec est en train de convulser, etc. Puis on a un insert au niveau du haut du crâne, et là on voit la pointe du couteau sortir. Donc on voit que le couteau, le très long couteau, est passé de part et d'autre de sa tête. Et ensuite on revient sur le plan poitrine où on voit finalement le couteau qui traverse de part et d'autre la tête, et on a pour le coup les yeux du mec qui sont révulsés, et là on prend du temps, on a un plan fixe qui est assez long en fait, où on voit vraiment le mec agoniser. Donc c'est intéressant parce qu'on voit cette agonie là, mais je trouve que finalement l'agonie est très forte parce que le maquillage de Tom Savini est très fort. En fait, là il y a vraiment cette idée que la mise en scène, elle est presque, je dirais presque le faire valoir presque des effets spéciaux de Tom Savini, elle est juste là pour les montrer. Alors oui, il y a quand même un découpage, il y a quand même l'idée d'articuler un petit peu tout ça et de créer de la continuité, évidemment, et qu'on ait cette illusion d'un meurtre qui se passe en temps réel alors qu'il y a un découpage et qu'on va s'apesantir sur plusieurs éléments qui vont pouvoir mettre en perspective la souffrance du personnage. Mais n'empêche que je trouve que c'est assez faible. Par contre, quand on regarde ce que fait par exemple dans Dark Knight of the Scarecrow, il y a la séquence notamment où ce personnage va être assassiné par la présence invisible, parce qu'on ne voit jamais l'épouvantail, à l'exception véritablement de la fin où il va s'animer vraiment quelques instants.
et qui est vraiment un plan intéressant, je trouve. Il y a un parti pris intéressant. Et donc il y a un personnage qui est dans une sorte de grange et il est en hauteur sur une mezzanine. Et donc il va chuter de la mezzanine et tomber dans, je pense, c'est une broyeuse à bois ou je ne sais plus ce que c'est exactement, mais qui va le broyer. Et là, effectivement, il n'y a pas d'effet gore, il n'y a rien qui est montré, c'est pas graphique. Et là, tout est expédié quasiment tout le temps hors champ, à l'exception d'ailleurs du principal antagoniste à la fin qui, lui, pour le coup, va se prendre une fourche dans le ventre. Et là, on a un plan un peu plus explicite. Et puis la séquence vraiment violente et vraiment graphique, c'est le meurtre de ce simplet par le groupe d'individus du village qui viennent lui faire leur justice eux-mêmes parce qu'ils le suspectent d'avoir tué cette gamine alors qu'il l'a sauvée sous prétexte que c'est un laissé-pour-compte, c'est le monstre, c'est celui qui va être le bouc émissaire, etc. Et là, cette séquence-là, elle est plutôt graphique parce qu'on voit les impacts de balles, etc., etc. C'est un peu plus en tous les cas. Mais je trouve que là, pour le coup, pour revenir à cette séquence où le personnage va chuter dans cet objet qui va le broyer, là, c'est une question, il va jouer sur leur champ et sur du découpage, en fait. Et là, pour le coup, on a un découpage qui est super pertinent. On va s'attarder sur plusieurs éléments de la machine, sur la panique du personnage, le personnage qui essaie de se retenir, et puis on va le voir tomber, et quand on le voit tomber, on le voit tomber, mais on voit pas véritablement se faire hacher derrière, on va pas voir, je sais pas, une giclesse de sang à la sortie. On va rester sur un découpage qui va, encore une fois, expédier hors champ la violence, mais c'est parce que je pense que c'est pas ce qui intéresse le réalisateur. Au-delà de la question, encore une fois, de ce qu'il peut faire ou pas dans le contexte d'un téléfilm, il y a cette idée vraiment où, pour moi, c'est vraiment une intention, en fait. Le meurtre ne l'intéresse pas en tant que tel. Là, en fait, où je suis un peu plus mitigé sur The Prowler, c'est que je trouve que The Prowler, mais on en reparlera parce que tu parlais du fond, de toute cette question du retour, etc. Ouais. Moi, j'ai l'impression, mais peut-être que ce n'est qu'une impression. J'ai essayé de chercher des interviews de Joseph Zito, pardon, j'ai pas trouvé de truc particulier là-dessus précis, mais pour savoir quelle était son intention. Moi, j'ai l'impression qu'on est effectivement, tu l'as dit, dans un moment où on sort un an plus tôt du Sean S. Cunningham, donc de Vendredi 13, on a Halloween 2 ans plus tôt. Là, dans ce mood-là, en 80, sort notamment, il me semble, un The Burning, notamment, donc en français, c'est Carnage, qui est un excellent slasher. Il y a tout plein qui sortent après. Il y a, comment ça s'appelle, Sleepaway Camp aussi, qui est la même année. Donc on est un petit peu sur un mood, effectivement, il y a une sorte de bouillonnement de tous ces slashers. Je dirais aussi des slashers de camp, qui est déjà aussi un sous-genre du slasher où on en a les camps, etc., avec les jeunes, etc., les moniteurs, tout ça, donc qui très dans la lignée de Vendredi 13. Donc on a envie de réitérer ce truc-là. Et moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, j'aimerais bien avoir les intentions vraiment de Joseph Zito derrière, que il y a vraiment cette idée il faut trouver une approche un peu différente des autres, il faut se différencier de la chose. Alors, il n'a pas choisi au hasard ça, donc je pense qu'il y a quand même une intention là-dessus. Mais je trouve qu'à terme, on a plus cette impression que le contexte qu'il choisit est presque un prétexte pour donner une scénographie, un design au personnage, à l'antagoniste, un petit peu différent de ce qu'on a coutume de voir, même si on reste dans ce domaine quand même du groupe de jeunes, avec toute la question sexuelle qu'il y a à ce moment-là, la licence, etc. Mais je trouve qu'on est plus sur une sorte d'habillage, même si le film le questionne, mais en fait, je trouve qu'il l'expédie assez vite, en fait, ce fond-là. On a toute l'introduction qui est assez envoûtante, parce qu'il y a, là, il y a un truc un peu étonnant. C'est un élément dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. En tout cas, au début des années 80. On s'intéresse beaucoup plus au retour, par exemple, des soldats qui reviennent du Vietnam, par exemple. On a encore tous ces questionnements-là. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de ce retour des soldats, c'est un truc qu'on n'a pas forcément, qui pour moi me paraît assez étonnant en fait dans ce Il y contexte-là. aurait pas un côté, il y aurait pas un côté misogyne un peu quand même ce film Ah bah si, oui, aujourd'hui totalement. quand on le revoit maintenant, moi je le pense pas. J'étais gosse à l'époque et je pense pas que ça soit quelque chose qu'on pouvait voir, Oui. enfin de manière, enfin, ou alors peut-être minoritairement. Mais pardon de t'avoir interrompu, mais Non, je t'en prie. par rapport à la misogynie qui est un rapport assez fulgurant dans ce film, très soudain, mais qui va pas rester. C'est que voilà, c'est quand même l'histoire d'une femme qui décide de vivre sa vie, de ne pas attendre l'homme qu'elle aimait, ou enfin, de passer à autre chose parce qu'elle veut vivre sa propre vie et puis voilà et en fait, et ce film la juge Ah ouais. et oui, la juge complètement en disant, «Tu aurais pu faire cet effort» et donc le film se repose uniquement sur ça et j'ai l'impression que contrairement à La Nuit de l'Épouvantail qui est une espèce d'horreur qui est construite sur de l'absence, pour le coup, Mmh. alors que dans The Prowler, ce qui m'a assez déçu parce que j'avais un souvenir, oui, d'enfant et donc peut-être que c'est que je vais être très dur avec ce film. The Prowler, mais je vois très bien où tu veux en venir et je suis entièrement Mmh. d'accord avec toi.
mais je pourrais moi le dire de manière encore plus frontale et plus dure. Oui, je pense que c'est un prétexte. Ce n'est juste qu'un prétexte, cette histoire, pour effectivement, tu l'as très bien dit, mettre au service enfin, la mise en scène est au service de la direction artistique, du maquillage, de tout cela, et ça donne pas forcément un film, contrairement à Scarecrow où j'ai été très, très étonné sur des moments du film où il y a une espèce d'ambiance très fantastique et en même Ouais, temps quelque chose de très, comment je pourrais expliquer ça? Hem, c'est très apaisant et très mortifère en même temps, à chaque fois que le film va, montrer la mort de quelqu'un, et je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, le film n'est pas intéressé par ça, mais c'est plutôt ce qui va se passer avant. Comment l'ambiance se construit avant mmh, la mort avant qu'on voit cette mort, et je trouve ça très beau, de la manière qu'il a de découper. Est-ce que parce que ça vient de la télévision, le budget est différent, le rapport aussi à l'image est peut-être différent? J'en sais rien, mais j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de cinéma dans ce sympa. projet de télévision que dans The Prowler, qui est un film qui a été montré au cinéma. Il y avait Mais je pense que c'est par rapport à l'horreur et l'absence. Comment l'horreur se construit sur l'absence et comment ça suggère, et ce qui est très étrange, ce rapport à la misogynie qui est assez soudain, mais qui est quand même là, et aujourd'hui, hem The Scarecrow aujourd'hui, c'est particulièrement étonnant et même, assez flippant, ne serait-ce que par rapport à l'actualité que nous vivons aujourd'hui en France, par rapport à Totalement. certaines a exactement, on va la Oui. nommer parce que c'est quand même ça, l'affaire Liana, la pauvre jeune fille, pauvre fille, et quand on revoit le film, et bah, voilà, il y a des choses assez troublantes, et là où pour moi des 2 films, celui qui continue de résister à l'usure du temps, c'est peut-être La Nuit de l'Épouvantail. Parce que, peut-être ça questionne, autrement cette situation-là, ouais, non, je sais pas, je sais pas quoi dire. Je pourrais pas dire plus, mais c'est très troublant. Non, mais The Prowler, c'est tu as raison, hein, c'est un film qui est, moi, je pense, vraiment enfermé dans son époque et on va dire circonscrit pour être un peu moins, vindicatif vis-à-vis du film. C'est un film qui est circonscrit à son époque, c'est un slasher de Mmh. son époque, c'est un slasher très certainement, enfin indéniablement complètement opportuniste, qui est juste là pour réitérer, ce qui fonctionnait à l'époque. Alors là où je nuancerais un tout petit peu pour moi, c'est dire malgré le fait que pour moi effectivement le contexte, socio-historico-politique, il est un prétexte et je suis parfaitement d'accord. Pour moi en fait, c'est juste un moyen pour servir une fin qui est le slasher. Là où je dirais dans Dark Knight of the Scarecrow, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le film fantastique est un moyen qui permet de traiter autre chose et de servir un propos. Là, c'est l'inverse, c'est le propos, il est juste là où effectivement tu l'as dit, au service du slasher en tant que tel, et c'est tout. En fait, il y a rien de plus que ça. Ceci étant dit, moi, ce que je trouve quand même étonnant, encore une fois, c'est le choix de ce contexte. Malgré tout, qui me fait me poser une question en me disant, c'est pas un contexte anodin, c'est un contexte qui est un peu étonnant, en tous les cas même dans le genre. Alors évidemment, ça donne, ça donne un mobile au tueur, c'est vrai. Ça donne un mobile effectivement extrêmement misogyne, parce que je trouve qu'en tant que tel, effectivement, elle, le fait qu'elle ne l'attende pas et qu'elle succombe à cet autre homme, lors de la soirée de fin de promo, enfin le bal de fin de promo, bah, elle est punie pour ça. Donc on te montre littéralement qu'elle a eu tort de le faire. Ce qui est d'ailleurs propre à beaucoup de slashers, hein. C'est pas le cas chez Carpenter où justement dans Halloween, c'est plutôt Michael Myers est une incarnation de la pression sociale qui s'exerce sur ces jeunes justement qui veulent se libérer. Heu, dans Vendredi 13, c'est quand même ces jeunes qui sont punis parce il y a un côté très, très puritain, et je trouve que le film là est extrêmement puritain en fait là-dessus. Je veux dire, en plus, c'est un film, pour revenir sur la question opportuniste, le premier meurtre qui ce couple qui se fait empaler sur une baïonnette alors qu'ils sont en train de s'embrasser, c'est littéralement un meurtre qui est présent avec le personnage de Kevin Bacon, qui ressemble peu ou prou à ce meurtre-là dans Vendredi 13, où ce couple est en train de faire l'amour et donc c'est Kevin Bacon qui joue l'homme, je sais plus quelle est l'actrice, qui se font empaler par le tueur. Alors ça fait aussi référence à une même séquence qu'on retrouve quasiment la même dans La Baie sanglante de Par la Bava. tueuse! Par la tueuse, tu veux dire? Pas la tueuse, oui. Tout à fait, oui, pardon, oui, c'est vrai. Et voilà. Alors, moi, j'aime pas beaucoup Vendredi 13. Le seul truc que je Ah, trouve bien, c'est ça, en fait.
Ouais, mais fais gaffe parce qu'un jour, il y a un mec qui va t'appeler et qui va dire: «Quel est ton film préféré?» qui va te poser deux trois questions et tu vas être dans la merde. Et je Donc vais me fais gaffe chier à ça. dessus comme lamentablement. Exactement, voilà, donc Mais j'aime pas beaucoup ce film-là, vraiment, hein. Vendredi 13, c'est pas j'ai même tendance à préférer le remake de Marcus Nispel, que moi j'aime bien, parce qu'il est un peu bourrin, qu'il y a du cul débile et de la violence débile. Mais c'est le seul truc que voilà. ouais, moi je préférerais, l'autre film qui n'est pas Vendredi 13, qui est le contre-champ un peu bizarre de Vendredi Oui, 13. Eh ah oui, oui. dont on en avait un peu parlé, hors, par écrit et je t'avais dit que je le connaissais ce film avec cette fin juste, impressionnante, et qui pour le coup est une fin, juste incroyablement, enfin c'est un film qui aurait pu se faire en 2026, mais alors de manière très très tranquille, hein, comme dirait l'autre, pépère, assez pépère. Et le film en question s'appelle, je me rappelle plus, Massacre au camp d'été ou Sleepaway Camp, ouais, c'est ça, Sleepaway Camp. En anglais, Sleepaway c'est ouais. Et c'est Camp, Massacre au temps d'été, c'est ça. Massacre au camp d'été, voilà. Donc, mais ouais, il y aurait un peu de ça. Je crois que tu n'avais pas terminé, donc mais j'ai une question par rapport à la figure de l'épouvantail, mais là, on sort peut-être un peu du truc. Mais je t'avais interrompu. Vas-y, je Non, t'en non, prie, c'est tu bah, voulais. je non, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur Sleepaway Camp. En fait, moi, je trouve que c'est un en plus, le problème de Prowler, c'est qu'il pour moi, il ne dit rien de la jeunesse. Parce qu'à la limite, si on veut se centraliser là-dessus, à part le côté misogyne évidemment, moi, pour moi, il dit rien. Parce que les personnages sont sans substance, il y a rien. C'est-à-dire qu'on peut alors, moi, honnêtement, j'en veux pas aux acteurs qui jouent comme des tanches tout le long. C'est assez terrifiant à regarder. Mais Le en même temps, ils ont flic, le rien à jeune jouer. flic, il est extraordinaire. Le jeune flic, il est Oui, alors fascinant. oui, oui, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Mais Ouais, l'héroïne, elle fait comme elle peut parce qu'elle a rien à jouer. Le méchant, il fait le elle a méchant, pas de donc script. il Elle a pas de script. il y a rien du tout. Et alors, mais après, encore une fois, je trouve c'est vraiment moi le seul truc et donc pour le revenir, oui, pardon, à Sleepaway Camp, ça raconte quelque chose. Moi, je pense aussi à The Burning parce que c'est vraiment un film qui est vraiment très cher à mon cœur, donc pour le coup, en français, c'est, Carnage, qui est, alors c'est Tony Maylan, pardon, le réalisateur. Et là, pour le coup, il y a vraiment des personnages qui sont alors je dis pas qu'ils jouent tous très bien, mais au moins il y a une vraie envie de dire quelque chose de la jeunesse de cette époque-là. Et même si c'est, en termes voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dépassées, mine de rien, je trouve que c'est toujours intéressant de dialoguer avec quand on pense aussi la jeunesse d'aujourd'hui. Enfin, il y a toujours un truc intéressant à tirer de ça, même si c'est très trivial, je trouve que ça fonctionne quand même. Là, pour le coup, moi, je trouve que ça ne dit rien, en fait, de la jeunesse de l'époque non plus, à part effectivement, c'était du retour que dire effectivement ces mecs-là, ils sont partis, ils reviennent, la vie a continué et eux, ils étaient bloqués dans cet enfer qui est un non-temps et un non-espace et quand ils vont arriver, bah, tout aura changé et donc ils se trouvent perdus face à ça. Et donc il y a une revanche contre cette société qui les a enlevés, qui les a envoyés, qui les a privés de cette jeunesse, de cette voilà. Oui, il y a ce truc-là qui est pas inintéressant sur le papier, mais ils transformaient ça dans un truc complètement conservateur et puritain qui est assez insupportable à regarder. Moi, je l'aime bien vraiment parce que Tom Savini, en fait, moi je trouve que le seul argument vraiment du film qu'il a pour lui, c'est Tom Savini. Vraiment. Pour être très honnête, il Mmh. y a que ça. C'est-à-dire que moi j'y vais en pur amateur de gros maquillage crado. Et puis, ce que Tom Savini fait sans forcément le vouloir de manière consciente et certainement un petit peu quand même en corrélation avec Zito, qui est de dire voilà, on va faire durer les meurtres et on va créer de l'agonie. Mais en même temps, il y a tellement rien à raconter autour qu'il faut quand même combler du temps et faut étirer le film jusqu'à 1 heure et demie. Donc je sais pas si derrière ça, il y a une volonté véritablement de penser presque philosophiquement la question de l'agonie, ou si derrière ça, simplement l'idée, et je pense que c'est plutôt ça, d'aller flatter les bas instincts du spectateur. Alors qui pour moi, ça me fait un peu plaisir parce que voilà, il y a 2 3 meurtres marrants. Il y a des trucs rigolos, moi. Quand il tue cette jeune femme dans la piscine, qui est Ah oui, une séquence oui. qui est torchée, qui est découpée n'importe comment. Mais il y a ce moment où on est en contre-plongée sous la flotte et que elle tombe parce qu'elle est morte. Alors déjà, il prend du temps à l'égorger. Donc on te montre le truc que c'est voilà. Donc il y a un truc un peu intéressant en tout cas sur la souffrance. Et elle tombe au fond de la piscine et là il y a des bulles qui sortent de son cou. Ça c'est rigolo. Ouais, c'est cool. Et puis Ouais, ouais. pour terminer quand même il y a un truc qui est Tom Savini de toute façon. Je veux dire il n'y a pas un film de Tom Savini. Vous regardez Maniac 1 an plus tôt, vous regardez Dawn of the Dead comme vous voulez 3 ans plus tôt. Bah, il y a une tête qui explose avec un coup de fusil à pompe dans une tête qui explose. Et ça, je trouve ça rigolo. Moi, j'étais content de voir une tête qui explose, faite par Tom Savini, parce que c'est bien fait, c'est efficace. Et moi, je trouve ça rigolo. Moi, j'étais content à la fin, honnêtement. J'étais un peu frustré des mois. Et à la fin, je vois ça, je fais, ah, je suis content. J'ai passé une bonne 1 heure et demie.
Non, mais c'est très drôle quand tu parles de cette femme qui se fait massacrer dans la piscine, alors qu'elle pourrait s'échapper, hein. Oui, en Ça, plus. c'est constamment comme ça. Il faut savoir que dans ce film, comme dans beaucoup de films aussi qui sont un peu des cousins bâtards, de ce Prowler, c'est que à chaque fois, tu te dis, d'un point de vue narratif, tu te dis: «Mais en fait, il peut ne pas y avoir la mort, hein. La mort peut ne pas, peut se gourer». C'est que ça me rappelle cette phrase, qui à l'époque, avait suscité un intérêt grandissant chez les cinéphiles et qui aujourd'hui est une phrase extraordinairement misogyne, celle de François Truffaut qui disait que le cinéma était l'art de faire à de jolies femmes de jolies choses. Et j'ai envie de te dire que The Prowler, c'est l'art de faire à de jolies femmes de très mauvaises choses. Et au final, tu as des gens comme toi et comme moi qui disent ouais, c'est cool, c'est quand même sympa. Parce qu'il y a Tom Savini, Oui, c'est voilà. cool. C'est cool. Mais moi, j'ai ma petite théorie. Vous allez comprendre que ce mauvais genre se démarque énormément des autres épisodes où on a souvent, effectivement, questionné des films, comment dire, ça, je sais qu'il déteste ça, Romain, des films elevated horror, tu vois, des films Ah un là, quel peu enfer. Ah, je vais vomir. Là, je crois que je vais hardcore. vomir. Ouais, c'est ça que là, Romain, il va me dire non, c'est fini, c'est terminé. Nous mettons fin à cette. Voilà. Non, mais tout va bien. Là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression qu'au début, mais tout au début du film, il y aurait comme ça le scénariste qui a une idée génialissime, à savoir prendre Mmh. comme base la fin, l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le retour de ces hommes. Et je trouve ça assez passionnant. Film réalisé en 81, alors que logiquement, on devrait plutôt questionner la guerre du Vietnam. Mais peut-être qu'il y a aussi des raisons avec ça. Et c'est comme si à un moment, le film dit oh là là, ça pense trop. On va virer le scénariste et on va passer à autre chose. Et quand tu vois ce qu'il y a d'autre chose, c'est que le cinéaste, en fait, il s'intéresse jamais à son film, on est bien d'accord, mais plutôt à des scènes. D'où ma Oui. question en mode cahier du cinéma. Est-ce que tu penses pas que Joseph Zito ne serait pas un pur formaliste? Je sais pas, Tu t'y attendais j'essaie de pas. me j'essaie de me rappeler ce que j'ai J'essaie vu quand de même de Joseph sauver Ditto. quelque chose de ce film parce que pour l'autre film, je sais qu'on a des 3 choses à dire qui vont être passionnantes. Celui-là, je rame quoi, j'arrête. Je te l'avais dit, hein, que je rame avec ce film-là. Donc, est-ce qu'il est formaliste, En fait, Joseph j'essaie de me Zito? rappeler d'Invasion USA et parce qu'il faut en parler, Chuck Norris est mort il y a pas très longtemps. Il a tourné quand même 2 des chefs-d'œuvre de Chuck Norris qui sont Invasion USA et le deuxième, Portée disparue. Voilà, donc voilà, j'essaie de réfléchir si dans ces films-là que j'ai vus il y a fort longtemps, il y avait que honnêtement, j'ai pas eu le courage de les revoir et puis quand Chuck Norris est mort, je me suis dit: «Bon, je vais peut-être faire l'effort» et puis bon, j'ai eu la flemme, j'ai eu d'autres choses à regarder et je sais pas, en fait, j'ai du mal parce que comme je te disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est pas en termes de forme, c'est pas très intéressant non plus parce que moi, il y a des slashers que j'aime bien, encore une fois, pas parce qu'ils racontent quelque chose, mais au moins parce que alors, si, pardon, c'est pas parce qu'ils racontent quelque chose par ce qui est posé comme scénario, mais parce qu'ils racontent par leur mise en scène. Où il y a quelque chose où Oui. on transcende quelque chose, il y a effectivement un scénario qui est où tous les personnages ont des fonctions et qui servent le slasher en tant que tel. Mmh. Je dirais une écriture au sens large, une première écriture et puis après il y a la deuxième écriture, il y a la deuxième écriture du tournage et de la mise en scène, si je puis dire, au sens large et puis il y a l'écriture du montage aussi. Là où je trouve que, par exemple, l'écriture au montage, elle est vraiment super intéressante dans Dark Knight of the Scarecrow. Là, je trouve qu'il y a rien, en fait, le découpage et ce qui est la je dirais la reconstitution lors de l'écriture au montage de ce découpage-là, elle est assez catastrophique la plupart du temps. Donc je suis même pas sûr pour moi que ce soit un grand formaliste parce que pour moi, même visuellement, comme je disais tout à l'heure pour cette séquence du mec là qui se fait poignarder en attendant sa compagne qui est en train de prendre sa En douche. fait, c'est pas comme Ah, c'est ça qu'il pardon, il oui, le c'est tue dans comme l'autre ça. sens. Il le tue comme ça, je crois, Oui, il hein? le tue par au-dessus, excuse-moi. Oui, ça rentre d'abord Ah dans le oui, crâne et oui, c'est ça. ça serait un peu compliqué comme ça. Enfin, je pense, hein. Oui, ce serait Alors juste, je dis un petit truc, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui passe par là par hasard et qui entend Romain parler de Chuck Norris. En fait, parce que les 2 films qu'il évoque sont des films oui. réalisés par Joseph Zito. Voilà, c'était juste, C'est bien de le préciser, que c'était bizarre quand même autrement. Mais non, mais mmh. tu vois, en fait, je trouve que tous, même ces meurtres-là, en fait, encore une fois, je trouve qu'il ne les sublime pas par sa mise en scène. C'est-à-dire que on a un mec vraiment qui est là pour shooter les effets spéciaux, les maquillages de Tom Savini, mais c'est tout. Il ne fait que les shooter. Il n'y a pas de valeur ajoutée en fait. Moi, quand je regarde le film, je me dis pas, waouh, Joseph Vito. Je me dis, waouh, Tom Savini. C'est tout en fait. Et je me dis là, j'aime bien voir ça en fait, mais si tu pouvais me les shooter comme William Lussick quand il fait Maniac, là oui, là c'est intéressant parce qu'il me raconte quelque chose. La tête qui explose, quand la tête de Tom Savini explose, parce que c'est sa propre tête qui explose dans Maniac, toute cette séquence où le tueur grimpe sur la bagnole avec ce couple, et donc il y a Tom Savini et une jeune femme,
et il se mange un coup de fusil à pompe dans la tête explose, qu'il y a un ralenti là-dessus. Là, Lustig, il fait quelque chose. Tous les effets spéciaux et qu'il fait. Alors, c'est une tonalité très différente, hein, parce que c'est un film profondément désagréable et inconfortable, Maniac. Mais la manière dont il filme les effets spéciaux de Tom Savini, moi, quand je vois Maniac, j'y crois en fait. C'est-à-dire que là, je suis dans le truc, c'est plus un maquillage de Tom Savini, c'est les cadavres de ces jeunes femmes que bute Frank Zito, pour le citer un deuxième Zito, qui est le personnage donc interprété par. C'est terrible, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra dans le film de William Lustig. Et pour le coup, donc voilà, moi, à ce moment-là, j'y crois en fait. C'est plus du maquillage, c'est plus des prosthétiques, c'est juste des cadavres de femmes. Et moi, je suis dedans et je suis aux prises avec ce tueur pour lequel j'ai une pitié absolument horrible et en même temps j'ai une répulsion absolument extrêmement douloureuse pour ce personnage-là. Et là, j'y crois. Là, j'y crois pas. Encore une fois, je regarde je vais mettre entre grosses guillemets, mais je trouve que ça reste des super effets de maquillage. Je regarde des prouesses de maquillage et c'est tout. Il n'y a pas un metteur en scène qui va soudainement m'y faire croire et me faire dire que c'est autre chose que ça. Ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de regarder, m'implique émotionnellement. Tu disais tout à l'heure un truc très intéressant. Tu dis que dans les slashers, tu disais là, toutes les femmes qui sont butées et les quelques hommes, il y en a moins quand même. Ils pourraient s'enfuir. Il n'y a aucun problème pour qu'ils s'enfuient. Effectivement, c'est un classique dans le slasher. Effectivement que je prends Halloween par exemple, les babysitters, Jamie Lee Curtis, elle court et finalement le tueur finira malgré le fait qu'il avance toujours, qu'il avance au pas, il finira toujours par la rattraper. Parce qu'encore une fois, c'est le cadre en fait qui donne ce côté magique, maléfique à Michael Myers. Michael Myers n'existerait pas sans le cadre. C'est pour ça c'est ce qui le fait jaillir d'un côté, de l'autre, qui le fait apparaître en fond de cadre, etc. Donc là, c'est ça qui est génial dedans. Et c'est ça qui fait qu'il le rattrape. Et en plus, c'est une allégorie de la mort qui s'approche de toi très lentement, a fortiori quand c'est deux adolescents, mais qui finira au bout d'un moment par t'avoir, même s'il marche, comme pour les zombies chez Romero, c'est pareil. Et là, en fait, j'accepte en fait ma suspension constante d'incrédulité et fonctionne parce que ce qui se passe à l'écran a une puissance symbolique, me raconte quelque chose, et donc ça ne me gêne absolument pas que, oui, Jamie Lee Curtis, elle pourrait fuir, courir, et si c'était un vrai tueur, or c'est pas un vrai tueur, Michael Myers, c'est un concept, c'est une abstraction, c'est une créature qui est rendue possible par le maléfice, si je puis dire, du cadre, et c'est ça qui permet ce truc-là. Ça, c'est passionnant. Là, il n'y a pas ça, en fait. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je me retrouve face à un tueur un peu débile, qui course des jeunes un peu débiles, mais qui pourrait s'en sortir parce que le tueur, il n'est pas plus fort, il n'est pas magique, il n'y a pas de maléfice dans le tueur, c'est pas une silhouette, c'est pas une présence absente, c'est un mec déguisé en militaire, donc il y a une DA un peu originale, mais effectivement, moi là, pour le coup, je peux pas m'immerger dedans en me disant elles ne peuvent pas lui échapper. Non, elles peuvent lui échapper, il n'y a pas de problème. Alors que dans tout un tas d'autres slashers, oui, elles peuvent leur échapper si j'intègre ça en quelque chose de très trivial, mais c'est pas ça ce qu'on me raconte ici. On me raconte quelque chose d'autre. Et là, si je me pose à la question symbolique, la question métaphysique, presque la question conceptuelle, là oui, elles peuvent pas lui échapper. Essentiellement, elles ne peuvent pas. Mais là, elles le peuvent dans le jeu Prowler parce que c'est rien. Est-ce que tu penses pas que le fait est que les personnages dans The Prowler, le fait qu'ils évoluent tous, hommes et femmes confondus, évoluent tous dans une vie qui a été figée par un événement qui est vieux de 35 ans, et que donc cet événement les a figés, donc ils n'avancent jamais, et ça prouve comme quoi ils pourraient échapper à la mort, mais ils n'en font rien. Et le film, finalement, waouh, je lui donne quand même beaucoup d'intelligence à ce film. Je crois que j'essaye de gratouiller, de trouver un truc, mais je sais pas, peut-être que comme le temps n'avance plus parce que cette ville n'a jamais avancé depuis la mort de cette pauvre Rosemary, il s'avère que les personnages n'avancent pas et acceptent la mort, et alors qu'il pourrait lui échapper. Mais ce que tu dis est très. En fait, c'est une belle interprétation du truc. C'est-à-dire que. Alors, je sais pas si c'est de la surinterprétation. Et peut-être que c'est. J'en sais rien, moi. Là, j'avoue que je surinterprète un peu trop, je pense. Ouais, mais en même temps, tu as quand même raison je pense que tu as quand même très raison sur le fait, effectivement, qu'on te montre quand même. Il y a quand même ce truc-là. Je sais pas si c'est des vérités de scénariste ou des vérités de metteur en scène. Je sais pas où est véritablement ce truc-là. Mais tu as raison parce il y a quand même un flashback dans un premier temps où effectivement on voit donc le premier meurtre quand lui rentre et qu'il il découvre donc que sa compagne, après la soirée de promo,
va bientôt coucher avec son nouveau petit copain parce qu'elle lui a envoyé sa lettre de rupture, etc. avant, et donc que lui revient se venger. On te montre un petit peu ce bal de promo et on te montre quand même ce truc-là qui fait que quelques années plus tard, enfin quelques nombreuses années plus tard, mine de rien, c'est resté. En fait, c'est toujours là, c'est la même chose, il y a cette ritualisation qui est toujours la même. Donc oui, en fait, moi je trouve que ton interprétation est vraiment valable. Alors encore une fois, je ne sais pas s'il y a une intention derrière, que ce soit de scénariste ou de metteur en scène, Ouais, mais c'est ouais. totalement, ça rendrait, pour le coup, ça rendrait plus crédible les choses en fait. Vraiment, ça rendrait plus acceptable en termes de suspension consentie d'incrédulité, qui fait que là j'y arriverais. Problème, c'est que je trouve que effectivement le film, en fait, toutes ces potentielles peut-être bonnes intentions qu'il y a derrière, en fait, elles sont complètement bouffées par les impératifs opportunistes du slasher et le fait que ça reste quand même une fin en soi, en fait, que là, le but visé, c'est de faire un slasher avec une DA un peu différente. Mais en même temps, c'est quand même étonnant. Le choix de la DA est étonnant. Donc, je peux pas en retirer le fait qu'il y a des intentions derrière. Donc, je peux pas retirer non plus ton interprétation, ta surinterprétation, qui est, je trouve, très pertinente. D'autant qu'il y a un truc sur je disais, il y a quand même vraiment, je pense, un truc. Ça, c'est un des rares trucs de mise en scène que je trouve intéressant. Je vais me répéter, mais sur le temps, en fait, il y a un travail. J'en parlais par rapport à l'agonie. Il y a quand même ce moment d'étirer ces trucs-là. C'est quand même Oui. pensé, ça. Et il y a un moment, moi, que je trouve hyper étonnant. Voilà, ça c'est une des séquences qui m'a fasciné dans le film. C'est pas une séquence de meurtre, contre toute attente. Je pensais que c'était ça qui allait quand même le plus me captiver. Il y a un moment donné, donc, il y a ce jeune shérif qui est censé gérer en fait la ville pendant l'absence du shérif, parce que c'est l'adjoint, donc le jeune, et il s'avérera donc que le shérif, c'est le meurtrier, qui va prétexter de partir à la pêche dans son bungalow de vacances, mais qui en réalité ne va pas y aller et va en profiter pour revêtir le costume du tueur et aller exercer encore cette vengeance rituelle. Et d'ailleurs, quand on découvre Scream comme moi, c'est-à-dire en 1996, si je me trompe pas, le premier Ouais. Scream, me souvenant de The Prowler, j'avais 20 ans, je regarde ce film, Ah UGC oui. La Défense. C'est un vieux cinéma, il y a des souris qui traînent, par terre. Ça, c'est véridique, donc je suis obligé à chaque fois de lever les jambes, mais on aimait ça, nous, on était foufous et je me disais: «Le tueur, c'est le père», parce que The Prowler, Ah ben oui. celui qui s'en va au début du film, c'est celui-là le tueur et Scream finalement, a vu aussi The Prowler et comme le film, comme Scream repose uniquement sur ça, donc voilà, je referme cette parenthèse. C'est bien que tu aies dit repose uniquement. J'aime pas Scream, donc c'est bien que tu aies dit uniquement. J'aime bien, ça me satisfait un peu. J'ai un Mais problème il y a, avec Scream, enfin les autres, hein, pas le premier, mais encore que même j'ai avec le premier. revu le second. Écoute Romain, le deuxième est très intéressant. Je pensais pas, mais le deuxième est particulièrement intéressant. Particulièrement intéressant. Je l'ai vu il y a même je l'ai revu il y a 2 semaines Eh ben, et j'ai été très, très surpris. Je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur le numéro 2, qui est peut-être eh l'un ben, des meilleurs, si sur ce ton n'est, conseil, je vais aller le revoir. Sur ton conseil, ouais, ouais, je vais me ouais. retenter. Alors le 3, bon, c'est catastrophique, je l'ai Oui. revu aussi, mais le 2, j'ai été très, 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 très surpris. Ouais, c'est scénario encore plus intelligent que dans le premier. Plus intelligent que le premier, je trouve. Bon, écoute, je vais faire un revisionnage et on fera Ouais, peut-être un mauvais vas-y. joueur l'an prochain sur Scream 2. Voilà, je le dis. Et je ne trolle pas, hein, parce que Ah je non, non. suis très fort pour faire ce genre de choses, hein, tout va bien, d'accord? Mais non, non, là, je suis très, très, très sérieux. J'étais même très étonné, de ma réaction parce que moi, le 2, je l'avais vu à l'époque et je me souviens, quand on avait créé le fanzine à l'université, on l'avait qui s'appelait Querelle d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a créé la chaîne YouTube 20 ans plus tard. Je me souviens d'un collègue et ami et critique de cinéma, Emmanuel Atoviki, qui me disait: «Non, non, Samir, le 2 est vraiment bien, il y a des trucs intéressants» et bon, je dis: «C'est de la merde, laisse tomber», voilà et finalement, il avait raison. Le 2 est particulièrement intéressant. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, je dis rien. Mais alors non, c'est juste pour revenir sur il y a un plan que je trouve hyper bizarre, parce qu'il est complètement il presque décorrélé du reste. C'est pour ça, quand je dis qu'il y a pas de velléité de mise en scène, il y a quand même des trucs. Et donc ils vont là, c'est la panique, le tueur commence à buter et donc l'adjoint qui va un petit peu qui a avec enfin, c'est plutôt l'héroïne d'ailleurs qui a un intérêt amoureux pour lui. Ils vont donc se retrouver à appeler le mec qui gère les bungalows dans lequel est censé se trouver le shérif pour aller pêcher. Ah Et il y a ouais. tout un moment hyper étrange. Alors moi, je trouvais ça assez fascinant. Alors vous le voyez soit comme étant très chiant et malaisant, et soit et il y a un plan, donc il est au téléphone, nous on est du côté. C'est-à-dire qu'on va basculer du côté de ce mec-là, qui est vraiment un redneck qui gère le truc, et il est en train, je crois qu'il joue au solitaire, il fait un truc comme ça.
Et donc le mec au téléphone, l'adjoint, il me dit vas-y, il faut absolument, il y a un truc qui se passe mal, il faut que tu ailles chercher le chéri, il faut que je lui parle. Et lui a pas envie de le faire, ça le fait chier de se déplacer, de bouger son cul. Alors il reste assis derrière sa table, il pose le téléphone, il dit je vais le chercher. Et là on reste, le plan j'ai compté, il fait 2 minutes 50. En 2 minutes 50, le mec fait son solitaire. Moi, Avant de j'ai une finir par théorie. répondre, non, je l'ai pas eu. Moi, j'ai une théorie. C'est Ah, un mais sûr. film avant-gardiste. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Parce que tu sais que dans les années 80, avec l'avènement de la publicité, maintenant on le sait, il y avait pas moi, parfois il y avait des films qui, de temps en temps, s'effilochaient un petit peu pour que la pub puisse apparaître. Moi, je pense que c'est le moment pause pipi ou popcorn ou je ne sais quoi. Parce que Romain a raison. Il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que tu te lèves, tu vas pisser ou tu vas acheter tes popcorn et c'est tout. Et le mec est encore là et il attend. Je veux dire, c'est pas du cinéma vérité, c'est pas de la Kerman, c'est pas. Non, non. Voilà, je me suis dit. C'est juste, voilà. Mais en fait, en l'état, je trouvais ça assez fascinant parce que je me dis, mais d'où Tu peux, ça hein. sort? C'est hyper Ouais, étrange. Et alors, ouais. quand je l'ai revu une deuxième fois, alors voilà, c'est la méta du truc, j'ai été pisser quand j'ai vu, parce que je savais que ça allait venir. Je me suis dit, je vais pisser, j'en profite, parce que je sais que pendant 2 minutes 50, il va rien se passer, il fait son solitaire, et on a une sorte de silence de mort dans le truc, c'est hyper étrange. Mais Bah je oui, mais pense parce que c'est une qu'il se intention. lève. Mais s'il se lève, le film a envie de lui dire non, 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 te lève pas parce qu'il reste encore 30 minutes. Si tu te lèves, il va savoir qu'en fait, le gars, le flic Oui, n'est jamais allé. Donc voilà. Et c'est un film en fait qui est suicidaire. C'est comme si je vois le mur, mais j'y vais direct. Et je vais me cogner contre le mur. Et je sais que je peux mourir, mais c'est pas grave. Je vais cogner contre le mur, cogner contre le mur. Et à un moment, le film, tu as envie de dire au film, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Je me cogne contre le mur. Et d'où ce gars qui, à un moment, est là et dit: «Bon, si j'y vais, le film est mort, donc j'attends» bah et oui, le c'est film vrai, attend. c'est vrai. Ils C'est attendent vrai. un scénariste qui ne viendra pas, d'ailleurs et c'est Et puis voilà, le final est effectivement un petit peu dans cette idée-là, parce que le climax dans cette, maison abandonnée, enfin avec tous ces draps, il y a pas il y a des envies de faire quelque chose, mais il en fait rien, et le final, c'est vraiment là, on est vraiment sur l'archétype du final du climax de slasher qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, parce qu'en plus, effectivement, tu l'as dit, il faut pas que le film soit en dessous des, je crois que le film dure 1h30 quasiment tout pile. mmh. Il faut pas que ça dure moins, il faut qu'on reste quand même dans cette temporalité-là. Donc on va être tiré à la fin, parce que si on révèle trop tôt l'identité du tueur, bon, et l'identité du tueur, elle est révélée n'importe comment en plus. Ouais, Mais c'est vrai que heureusement, il y a une tête qui explose. Donc moi j'étais content, j'ai passé un bon moment. voilà, Mais c'est pas bien, c'est enfin vraiment faut être honnête, c'est pas bien, c'est pas très bien. que les têtes explosent, oui, c'est pas bien, sauf quand c'est Cronenberg, c'est Ouais, mieux. Ça va, alors ça le alors fait. c'est moins bien fait que chez Cronenberg. Après, j'ai tout le respect que j'ai pour Tom Savini, mais c'est surtout que c'est moins Ouais, bien filmé, hein, elle est dans moins Scanner, bien filmée. c'est vachement bien dans Scanner, la Ah tête qui oui, juste. explose, Ah oui, je quand trouve que c'est même. mieux, c'est ce que je disais, je préfère, c'est Ah! moins bien, enfin dans Prowler, c'est Ah moins oui, pardon, bien que dans Scanners quand ouais, même. parce que il y aurait bon. Ouais. Écoutons, faisons une transition, comme dirait l'autre, vers pas Dark Knight of the Scarecrow, La Nuit de l'Épouvantail. Figure-toi que j'ai fait un tout petit peu de recherche et je suis tombé sur un entretien en anglais. Donc, il a fallu que je demande à YouTube de me mettre des sous-titres anglais. Donc, j'essaie de me débrouiller OK, autrement. Et peut-être que tu l'as vu, c'est assez court, c'est une vidéo de moyenne qualité. C'est un entretien avec le scénariste du film, du je suis téléfilm tombé qui dessus, s'appelle. Tu l'as vu? Alors, je ça suis va être tombé très dessus. simple. Voilà, c'est J.D. Fegelson. Et si je me trompe pas, si j'ai bien compris, dans l'entretien, donc j'ai noté ça, il affirme qu'un historien du cinéma lui a expliqué que Dark Knight of the Scarecrow serait en quelque sorte le premier grand film d'horreur à faire de l'épouvantail sa figure centrale, Oui. inaugurant ainsi tout un sous-genre. Et donc, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que tu en pensais de ça? Et comme je sais que c'est que voilà, tu es, c'est une cinématographie que tu connais très très bien. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui, selon toi, rendrait cette figure si puissante, la figure de l'épouvantail. Est-ce que ça va au-delà du cinéma et plutôt à quelque chose qui serait lié à l'enfance, au conte, un imaginaire? Parce que dans le film, pour l'avoir vu, pas à l'époque parce que j'étais trop jeune, mais l'avoir vu quelques années après, ça m'a, oui, je trouvais ça assez effrayant. Et Ouais. l'ayant revu cette année, c'est pas que j'ai eu peur, je me suis dit, ah tiens,
c'est quand même effrayant. Ça Ah mais reste ça effrayant. fonctionne bien, ça fonctionne Ça super fonctionne bien. superbement bien. Ouais, ouais, c'est voilà. Donc je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça? Si on pouvait peut-être démarrer sur ça, sur la figure de Ouais. l'épouvantail. Mais en même temps, factuellement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Moi, j'étais en train de réfléchir pendant que tu en parlais à des exemples de films d'épouvantail. Moi, des images qui me viennent qui sont très fortes, c'est pas des films d'épouvantail, enfin, une séquence de Jeepers Creepers de Victor Salva, par exemple, qui est pour moi une des Exactement. séquences les plus terrifiantes, en fait, vraiment, avec cette dame avec ses chats qui est dans le patio avec son fusil et puis qui dit à l'héroïne, je crois, oui, c'est la sœur pour le coup, donc c'est à l'héroïne que il y a quelque chose dans son champ et qu'on a ce plan en contre-plongée sur cette silhouette qui est suspendue en croix sur cette croix de bois et on ne sait pas si c'est un épouvantail ou pas et puis en plus il y a une sorte de lien qui est tissé parce qu'on voit plusieurs reprises des épouvantails dans le film et je trouve ça terrifiant. Moi, il y a aussi, mais ça, c'est des choses qui ont plus trait à mon enfance, c'est-à-dire globalement l'excellent Batman de 92 avec donc j'entends le dessin animé hein, pour le coup, Mmh. avec justement son itération de l'épouvantail aussi, qui sont des trucs qui moi m'ont beaucoup fasciné, m'ont beaucoup fait peur. Hein. Moi, je crois que les premiers épouvantails qui m'ont fait peur au cinéma, enfin qui m'ont fait peur dans le contexte audiovisuel, ça va être l'approche qu'en a justement le dessin animé de 92 de Batman parce que je trouve que même visuellement l'épouvantail est super intéressant et moi m'avait beaucoup marqué et donc là en fait je trouve que ça a vraiment du sens particulièrement dans ce film là en fait parce que quand tu parlais tout à l'heure de la question du truc qui attire l'attention sur lequel qui va devenir un bouc émissaire qui va être ce truc autour de laquelle la vindicte populaire va se réunir pour assouvir sa soif de justice. Il y a un truc vachement intéressant autour de ce truc-là, qui est en même temps un truc qui attire, comme il attire les oiseaux, comme il attire les corbeaux, comme il attire les oiseaux charognards qui vont venir picorer et se repaître des champs. Et puis en même temps, quelque chose qui fait peur, en fait, qui attire tout en faisant peur. C'est hyper étonnant, en fait, comme figure. Je trouve que ça marche très bien, en fait, dans ce contexte-là. Et alors, je me dis justement, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont. Je sais pas si y avait quelque chose qui avait été pensé, théorisé véritablement avant ça, comme tu disais par rapport à ce que disaient tes scénaristes. Il y a un truc là où. Alors, c'est un petit peu comme on disait sur Prowler tout à l'heure. Je trouve que Prowler, comme je le disais, c'est le problème. C'est que le propos est un prétexte, on l'a dit, et un moyen pour servir la fin du genre. Là, on sent qu'il y a un propos et qu'ils vont aller se servir dans tous les éléments du réel qu'on pourrait pervertir et du fantastique en tant que tel qui va pervertir ces éléments du réel pour raconter, renforcer émotionnellement, je veux dire, le propos qui est tenu. Et en fait, je trouve que là, en fait, l'épouvantail est une évidence. Je trouve que tout paraît évident. Pourquoi alors? Effectivement, il crée quelque chose mythologiquement, je veux dire, dans le cadre du pur fantastique de la diégèse, pourquoi ce personnage va se mettre à hanter l'épouvantail. C'est-à-dire, voilà, il est abattu près de l'épouvantail littéralement. Là, pour le coup, vraiment, il est tout à côté de lui, comme comme si son âme était partie dans l'épouvantail, qui était finalement en plus le seul témoin en fait de ce qui s'est passé. Et donc, il y a un truc qui fonctionne très bien. Il n'est pas abattu, il se cache, Oui, c'est comme cache, sa pardon, mère oui. lui enfin, en fait, on Oui, comprend que pardon, parce que sa mère excuse-moi, lui oui. dit: «Va te cacher comme tu as l'habitude de faire» et en fait, on comprend que c'est quelque chose qu'il fait souvent, c'est-à-dire il endosse le Oui, costume de excuse-moi. l'épouvantail et il y a et donc tu as les 3 sbires qui arrivent, les trois personnages, les 3 antagonistes. D'ailleurs, dans le film, il y a comme ça 2-3 acteurs au visage familier Oui, de tout à fait. de la télévision et du cinéma américain de la fin des années 60. Je pense par exemple à Charles Durning, par exemple, entre Oui. autres. Et il y a comme ça. Et donc, et c'est très beau ce moment-là et très effrayant en même temps parce que c'est très élégant. Et je crois que ça vient des contraintes de la télévision, à mon avis. Faire un film quand même assez sombre sur un sujet très sombre avec des choses, ça parle quand même de lynchage, ça parle de. Enfin, c'est très complexe. Je pense que la télévision euh, 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 oblige des certaines contraintes au cinéaste et ces contraintes, il va les transformer en une espèce, pour le coup, comment dire, une espèce de mise en scène très élégante, très formaliste en même temps. Et il y a ce moment où tu vois les yeux Oui, tout de à fait, voilà. Booba, qui est ce jeune homme qui est un jeune homme qui, comment on pourrait dire ça? Il est un peu il est pas attardé mental, il est Il est simple. Enfin, moi, je prendrais le mot simple. simplet, en fait. Ouais, c'est Voilà, un c'est ça. Il est un simple. peu simplet et il est très ami avec une petite fille. C'est mal vu dans la communauté. Et donc, quand les
trop. Là, donc, il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment, la fille se fait agresser par un chien. Et donc, Booba réussit à récupérer cette fille qui est ensanglantée. Et tout le monde va croire qu'en fait, il aurait fait du mal à cette fille, ce qui est totalement faux. Il l'a défendue contre ce chien agressif. Et donc, ensuite, à ce moment-là, 3-4 personnes de la communauté qui avaient Booba dans le viseur profitent de cette occasion pour aller l'attraper. Et ils le voient dans le champ qu'il est il a pris le costume de l'épouvantail, et l'un des personnages, l'un des antagonistes qui est joué par Charles Durning, observe les yeux, voit Oui. que à l'intérieur de l'épouvantail, il devine qu'il y a Booba, et c'est à ce moment-là que l'innommable va arriver. C'est très fort, hein, je trouve vraiment cette. Et tu le disais, il y a un truc intéressant. En fait, cette manière effectivement de faire de ce qui pourrait être il fait d'une contrainte une force en fait. Il y a une force incroyable qui est j'ai pas le choix, je peux pas montrer, il faut effectivement que je rentre dans un carcan télévisuel, mais je vais faire tout pour que justement ce que je ne peux pas le montrer, je le suscite le plus fortement possible et c'est hyper impactant en fait. Encore une fois, comme je disais, tous les meurtres, sont enfin tous les il y a un jeu le film est très nuancé. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quand je parle de meurtre, c'est questionnable aussi parce que c'est tout le film se joue sur une sorte d'ambiguïté continuelle, en fait. Tout est nuancé, on sait plus vraiment qui est l'antagoniste. Booba n'est pas enfin, l'épouvantail, la présence n'est pas l'antagoniste, les véritables monstres. Bon, c'est la question très classique, du cinéma d'horreur, du cinéma de monstres, c'est dire, voilà, qui est vraiment le monstre? Là, c'est assez évident et c'est principalement ce personnage-là que je trouve incroyable qui est postier pour le coup. Donc il y a une sorte. Ce qui est génial, c'est qu'en plus il utilise il a un uniforme. Il y a tout un travail, je trouve, qui est intéressant sur l'uniforme. Ce personnage-là, ça lui donne une prestance. Alors qu'en réalité, ce qu'il fait, il fait pas grand-chose. En fait, il a un rôle qui est assez ridicule, mais il transforme presque son uniforme en uniforme de flic. Il y a un truc très bizarre parce qu'il est habillé en bleu, alors qu'il y a un bleu beaucoup plus clair, beaucoup plus. Mais n'empêche qu'il va jouer du poids de son uniforme. Il va devenir le chef de cette meute. En plus, c'est pas anodin que la petite fille se fasse agresser par un chien. Je trouve il y a tout un travail aussi sur l'animalité, sur le chien qui aboie, sur l'aboiement, le chien qui aboie sans raison, etc. Il y a un truc vraiment intéressant en fait où tous les éléments du film semblent. C'est une sorte d'énorme puzzle, il y a une sorte de tissu de signification dans tout le film qui fait que tout est lié, tout apparaît évident et de manière très subtile. Tous les comportements ont leur contrepan symbolique. En fait, il y a un truc tout le temps qui fonctionne hyper bien et je trouve ça très très fascinant. En fait, c'est pour ça que vraiment le film, je l'avais vu quand je l'ai vu la première fois, j'ai été un petit peu déstabilisé parce que Ouais. moi je m'attendais à quelque chose effectivement de peut-être visuellement, graphiquement un peu plus rentre dedans et je l'ai revu une deuxième fois donc pour l'émission, fort un petit peu je savais la frustration que j'avais eu la première fois, et je savais la frustration, voilà, et je me suis dit, faisons abstraction de ça et pensons le film comme autre chose que je préjugeais dessus. Et Ouais. il y a presque un jeu méta en fait qui s'est joué, c'est un film qui traite des préjugés, je trouve ça intéressant aussi, qui traite de ce que l'on préjuge de l'autre et des comportements qu'on peut avoir vis-à-vis d'un autre quand on préjuge de ce qu'il est par rapport à son apparence extérieure, par rapport à ce qui ressort, etc. Et là, en fait, je me suis retrouvé dans la même posture d'avoir des préjugés sur ce film, dans une certaine mesure, le rejeter dans un premier temps parce que j'attendais autre chose de ce film-là. Et quand je l'ai redécouvert, je me suis dit, il y a plein de trucs absolument vraiment. Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais je vais utiliser un terme moins fort que génial. Mais il y a plein de trucs extrêmement intéressants dans cette manière de traiter des dynamiques sociales, en fait. Et encore une fois, de ne pas traiter le genre, encore une fois, comme une fin en soi, mais de manière beaucoup plus noble, c'est-à-dire comme un moyen qui permet de raconter quelque chose, de dire quelque chose de la société, que sans le fantastique, on ne pourrait pas traiter de façon aussi juste. Sans cette figure de l'épouvantail, je pense que le propos ne serait pas aussi juste et clair. Il y a un truc dans cette instance qu'est l'épouvantail, cette forme, ce concept de l'épouvantail, il y a quelque chose de super intéressant et qui épouse en fait totalement ce que le film veut dire. Vraiment sur ce truc-là qui attire les oiseaux, qui attire ces oiseaux noirs, ces corbeaux qui vont venir se percher dessus, mais qui en même temps sont aussi là pour les apeurer et les faire s'éloigner, si je puis dire. Il y a un truc vachement intéressant là-dedans. Et puis cette manière effectivement de travailler Booba de manière moi très en voyant le film, moi j'ai pas arrêté de penser à Frankenstein de James Whale en fait et à la séquence avec la petite fille en fait où Ah Boris oui, oui, Karloff oui, joue avec cette petite fille et oui, il oui. jette des fleurs dans la rivière dans un lac
et puis il s'amuse, et puis lui, pris par l'amusement de ce grand enfant qu'il aime et qui n'a pas conscience de la force de son corps et puis de la mort tout simplement, prend cette petite fille et la jette comme les fleurs dans Oui. l'eau, et elle se noie. Mais il y a aussi, mais ça c'est peut-être un degré moindre, mais je sais pas si tu te rappelles. Alors là, on fait un bond, hein. Et après, je vais te faire un autre bond. Tu vas voir, tu vas tomber dans les pommes. Non, non, mais non, restons dans la littérature, mais là plutôt du côté de la littérature française, 19e siècle. La rencontre entre Jean Valjean et Cosette, Oui, c'est exactement la même chose. Si vous vous souvenez de vos lectures. c'est vrai, c'est vrai. La séquence, je dis la séquence parce qu'au départ, je crois que c'est une séquence pluvieuse et Cosette tombe par hasard sur un immense géant et en fait, c'est Valjean qui vient la chercher. Je sais pas si tu te souviens. Si, si, Voilà, ça fait un bail que j'ai pas lu ce livre, mais en tout cas, Les Misérables. Mais il y avait de cela et un autre bon. Alors là, je crois que tu vas tomber dans les pommes. C'est que moi, ça me questionne beaucoup quand même le fait que ce film-là, cette manière, enfin, ce de quoi ça parle et comment ça en parle, c'est quand même dans le cas d'une télévision. Et moi, ça m'a rappelé ça m'a rappelé un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Ah bah oui, bah j'y C'est pense. un épisode, mais juste impressionnant, qui a été fait, je sais pas de quelle saison, je crois que c'est la fin des années 70, début 80, où Albert, alors ceux qui connaissent, bon, j'ai pas besoin de, Albert tombe amoureux, mais alors éperdument amoureux d'une jeune fille, et ils sont pratiquement à la fin de l'adolescence, ils veulent partir ensemble, parce que je crois que la fille, elle a un problème avec son père, je ne sais plus quoi, bon bref, ils veulent partir, ils veulent quitter le village et aller vivre ailleurs. Et en fait, Albert, entre-temps, travaille pour un maréchal ferrand. Et ce maréchal ferrand est très gentil, trop gentil avec Albert, comprend plus de choses que le propre père d'Albert, Charles donc. Et en fait, cette pauvre fille va se faire violer par un mec qui a une espèce de masque. Non, mais cet épisode est Ah mais alors, incroyable. Vraiment, incroyable. Je parle de cet épisode, je vois La Petite Maison à la Prairie, c'est deux choses fondamentalement différentes. Et c'est cette ambiance-là, qui est assez effrayante, ça m'a rappelé cette ambiance-là quand j'ai vu La Nuit de l'Épouvantail, parce que la communauté, la ruralité, euh, le rapport à l'identification, l'envie comme ça de vivre sa propre liberté. Et je me posais cette question, peut-être un jour on trouvera une réponse. Est-ce que la télévision américaine pouvait fournir à un moment, une période bien précise, la fin des années 70, début 80, avec les répercussions quand même de la guerre du Vietnam qui était terminée depuis très très peu de temps, même si le cinéma américain va nous faire croire que ça va durer ensuite pendant des années, mais de manière assez mauvaise, je trouve. Enfin, ça va être mal fait, mal questionné. Mais là où voilà, je me posais cette question-là, comment la télévision américaine peut parfois intégrer dans certaines productions des éléments assez surprenants. Parce que si vous n'avez pas vu La Nuit de l'Épouvantail, vous allez être extrêmement surpris pour un téléfilm. ouais, ce que je trouve intéressant, voilà, dans le film, c'est ce truc-là aussi, effectivement, il y a un truc un peu cheval de Troie, en fait, c'est-à-dire d'utiliser une forme qui, de prime abord, peut apparaître un petit peu innocente, un petit peu, qui n'a pas l'air véritablement de rentrer dedans, et en fait, quand tu t'immerges dans le film, tu te rends compte que c'est bien plus subversif qu'il n'y paraît, bien moins innocent, en fait. Tu vois, il y a plein de trucs que je trouve très intéressants et qui sont parfois qui paraissent, c'est au détour vraiment de séquences qui paraissent de prime abord anodines aussi. Tu vois, je trouve que par exemple, tu parlais tout à l'heure, au tout début, il me semble, tu parlé du road movie à un moment donné, et Oui, avec tout ce qu'il peut y avoir dans le road movie, de la question de poser en fait une Amérique dans laquelle il y a plusieurs groupes qui semblent il y a 2 Amériques qui sont irréconciliables. Cette Amérique des campagnes, et cette oui, Amérique, citadine, pour le coup. Il y a ces séquences par exemple de procès, en fait, où il y a après la mort oui, de Booba, et il y a un truc où il y a la guerre qui se joue entre, ces cols gris, qui sont toutes les instances juridiques, etc., et ces rednecks à côté, ou en tout cas, c'est pas des rednecks totalement, mais c'est ces gens de la campagne, qui ne se comprennent pas, en fait, qui essaient d'échanger. Eux essaient de leur expliquer les choses à l'aune de la loi et avec une sorte d'approche un petit peu méprisante aussi. Et eux en face se sentent méprisés, donc ils redoublent de hargne et a fortiori, en fait, refusent totalement cette autorité juridique en disant non, vous ne connaissez pas, vous savez pas comment ça fonctionne, vous êtes complètement hors sol.
nous, on va faire les choses telles qu'il faut qu'on les fasse. Et donc, c'est nous qui allons faire notre petit groupe et puis aller rendre justice nous-mêmes, etc. Enfin, voilà, on trouve ça légitime de l'avoir fait. Et je trouve que cette manière-là, en fait, c'est au détour de quelques séquences comme ça où voilà, il y a vraiment une séquence où ils sont face à face. Il y a l'Amérique campagne et l'Amérique citadine qui se font face. L'école gris, et puis parce que pour le coup, ils sont tous habillés de manière très très grise. Et puis ce mec en face qui en plus lui prend toujours les devants parce qu'il a cet uniforme-là qui lui donne une certaine autorité, avec l'ironie encore une fois du fait que ce n'est entre guillemets qu'un postier. Il n'a pas une sorte d'autorité de rendre Et, la et, justice. et qui vit dans une résidence, je crois, de Oui, personnes âgées. Il refuse que ses potes viennent le voir. Il est très très bizarre ce personnage. Il est vraiment oui. très très bizarre. Et il bascule complètement en plus. Il y a un truc, je trouve que la manière dont il est interprété, parce que pour le coup, on parlait dans The Prowler du problème de l'acting, là, ils ont des choses à jouer en fait. Et ce personnage-là en particulier, je trouve que, tu vois, autant Booba, je suis toujours un petit peu, mais ça, bon, c'est dû à une époque aussi, hein. Je suis toujours un petit peu gêné avec ces représentations du, entre guillemets, du simple d'esprit ou du simplet, qui est un petit peu caricatural dans le film, mais qui en même temps est intéressant parce que moi j'adore cet acteur-là. Voilà, pour moi c'est l'antagoniste de Darkman. Enfin c'est des mecs, c'est un mec dont j'aime la gueule. C'est vraiment un second couteau, un antagoniste, notamment du cinéma d'action, etc., que je trouve vraiment intéressant. Là, je trouve qu'il le joue. Alors, il est à la fois très touchant. Je trouve que le physique va bien parce qu'il a ce côté vraiment masse. Et quand je parlais de Frankenstein, en fait, il est immense à côté de la petite fille. Il y a ce côté vraiment, effectivement, géant qui fonctionne super bien. Et il est quand même attachant dans son jeu, mais il est aussi un petit peu caricatural. Et je trouve que. Mais après, je pense que c'est pas dû à lui, c'est dû à l'époque aussi, et la manière dont on représente le simple d'esprit. Mais en même temps, il n'est pas regardé avec mépris non plus. C'est-à-dire qu'il est caricatural, mais il n'est pas du tout méprisé. Il est plutôt pris d'ailleurs. Voilà, on prend parti pour lui. Et les antagonistes, c'est clair, c'est les mecs qui en face. Mais à côté de ça, voilà, pour reprendre l'idée de ce chef, là, de ce postier qui va progressivement vriller, je trouve qu'il est incroyablement construit en fait. Je trouve qu'il y a un truc dans son écriture où tout est justifié, la manière dont il va progressivement d'abord prendre ce commandement, puis mener son expédition punitive, puis essayer de cacher le truc parce qu'il voit que tout le vernis qu'il a essayé de mettre est en train de se lézarder, donc il va falloir qu'il fasse des choses pour pouvoir se débarrasser de ce qui pourrait l'incriminer. C'est vachement intéressant. Et j'adore, je trouve que justement ça culmine avec le climax, qui est cette séquence où pour le coup l'épouvantail va s'animer, pour le coup, mais vraiment l'espace de quelques secondes, hein. C'est un plan quand même assez furtif. Enfin, on met pas beaucoup d'emphase dessus. Moi, je trouve que ce plan nocturne où il est poursuivi par ce véhicule, alors je sais plus quel tracteur, en tous les cas, ou une moissonneuse batteuse, il est poursuivi par la moissonneuse, À la qui va fin, le mener en fait, ouais. voilà, jusqu'à l'épouvantail qui lui a sa fourche tendue, et il va s'empaler dessus. Je trouve que cette fuite en avant du personnage qui finalement va être en fait, il a beau fuir, il finira toujours par se faire attraper. Et finalement, la punition arrivera. En fait, voilà, ça a été fait. C'est un personnage qui est dans son déroulé, dans son écriture, qui est un personnage tragique. En fait, il finira quand même par être puni pour ce qu'il a fait. Je trouve que toute la métaphore en fait qui drive le climax, est en plus très beau en fait en termes d'ambiance. Je trouve le climax magnifique. Vraiment, je trouve pareil pour un film, et sans avoir de mépris pour les films de télé, hein, pour les téléfilms, c'est pas du tout ça. Mais je trouve que Ouais. là, c'est hyper intéressant en fait la manière dont c'est mené. Je trouve que les cadres sont magnifiques, le travail de la lumière est hyper impressionnant pour enfin voilà, qu'il ait pris autant de temps pour soigner son ambiance et en faire un vrai film fantastique, et pas ce qui pourrait être, encore une fois, pour revenir à Prowler, juste un slasher. Justement, ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais lu le film, quand j'avais lu un peu sur le film avant, j'en avais entendu parler, ouais, comme étant un slasher, ce qui a créé cette frustration. Mais en même temps, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il prend complètement le contre-pied de ça. C'est-à-dire que il se débarrasse de tout ce qui pourrait l'apparenter au slasher, sans, encore une fois, regarder le slasher avec mépris, puisque c'est un de mes sous-genres préférés. Donc moi, voilà, je peux, voilà, comme pour dire, même un film comme Prowler, j'ai ressenti mon petit kiff parce que voilà, j'ai toujours ce truc un peu doudou pour le slasher. Mais il a expurgé un petit peu tout ce qui pourrait ça, c'est-à-dire le meurtre en tant que tel, les meurtres, en les ordonnances, ont un découpage très, très, très précis, mais sans forcément se laisser aller au graphique qui finalement n'aurait pas fonctionné, aurait finalement sapé presque le propos, pour justement travailler toute l'ambiance et me parler de cette Amérique malade, de cette Amérique qui est contaminée par une sorte de mal complètement abstrait, et qui en même temps, en fait, finalement, est en plus aux prises avec elle-même,
puisqu'il y a 2 Amériques irréconciliables que le film essaie de te montrer, de te mettre en avant, et les conséquences, on va dire, de cette guerre intra-américaine, qui est une guerre sourde, une guerre froide, pour utiliser un autre terme, bon, qui n'a pas dans un sens un peu différent. Mais il y a un truc en fait qui joue sur voilà, moi, les gens de la campagne qui ressentent le poids du mépris des citadins, et ces citadins qui les méprisent également, et qui, sur la question des laissés pour compte. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces laissés pour compte, qui sont ce groupe d'individus qui vont mener leur vendetta personnelle, sont aussi dans le rejet du personnage de Booba, qui lui-même est en fait, on est tous le laissé pour compte d'un autre, et je trouve ça hyper intéressant, cette manière de travailler le truc. Et puis il y a un dernier petit truc dont tu as parlé au début, c'est la dialectique du conte. Je trouve que le film utilise fabuleusement, en fait, travaille fabuleusement ça, en fait. C'est un vrai conte qui est très en prise avec l'enfance, et je pense que c'est peut-être pour ça, moi, que je regrette de ne pas l'avoir vu petit, parce que je pense que d'emblée, ça aurait été un de mes films préférés petit, en fait. Je pense que moi, j'avais cet imaginaire qui était du conte, mais qui devait, en fait, j'avais ce besoin-là quand j'étais petit, que l'imaginaire du conte soit forcément à un moment donné, alors il l'est toujours, mais j'avais quand même cette appétence pour les vraies versions des contes, ceux qui ont une vraie coloration macabre, cruelle, dure, violente, âpre, tout en ayant énormément de poésie derrière, et justement tous ces éléments-là vont nourrir la poétique du conte. Et là, je pense que j'aurais découvert ça petit, en fait. Je pense que ça aurait été un de mes films préférés d'emblée, parce que je trouve qu'il y a cette cruauté-là qui est présente, cette noirceur qui est présente, cette perversion des figures du merveilleux qui est présente, et qui me plaît énormément, et que je trouve que pour le coup, tout ça est servi par la mise en scène, parce que la mise en scène sert à la fois un propos social et politique qui est super pertinent, mais sert en même temps le côté, d'un point de vue purement diégétique, si je puis dire ça comme ça, elle sert admirablement l'élément fantastique, en fait, qui est pas justement, parce que le risque parfois de dire, je vais utiliser le fantastique comme moyen pour servir une fin qui a un propos, c'est un petit peu malheureusement ce que fait, tu as parlé de l'Helvétie d'horreur, c'est ce que fait de manière un peu trop récurrente l'Helvétie d'horreur, en se disant, je méprise un petit peu le genre, ou en tout cas je le regarde un petit peu de haut, parce que moi ce qui m'importe c'est le propos, et je regarde le genre de haut, voilà, simplement comme un outil. Je pense que le genre est aussi là, est très noble aussi. Peut-être une dernière chose assez vite, mais quand même, en même temps, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui passionne Franck de Felitta dans ce film, mais en tout cas, je remarque, sauf erreur de ma part, que les personnages féminins Oui, bah oui. sont peut-être les seuls personnages, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment un film d'hommes. Les personnages féminins, je trouve que c'est les personnages qui sont les plus raisonnables dans le film. Oui. J'ai cette impression-là, mais en même temps, comment dire, je vois ça parce que je l'ai cherché un peu. Mais je n'ai pas l'impression que le récit met en avant cet aspect-là, et que cet aspect-là fait partie du moteur de la mise en scène. Je ne crois pas. Je pense que c'est un concours de circonstances. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, mais je ne suis pas sûr que ça faille partie de la mise en scène. Je ne suis pas sûr. Il y a la mère de Booba qui est là, mais qui en fait, je dirais presque, est juste un personnage qui est là pour, moi en tant que spectateur, poser peut-être un point de vue bienveillant, et d'ailleurs qui est le point de vue peut-être d'une mère sur son fils. Et c'est pas inintéressant, mais en fait, elle n'apporte rien d'autre que d'être ce point de vue-là, qui est, je pense, important quand même dans la narration, mais elle apporte rien d'autre que ça, et en fait, elle est très absente. Et puis, elle va être utilisée un petit peu plus tard dans un face-à-face avec on va dire l'antagoniste principal, qui est ce chef du groupe. Mais en tant que telle, en fait, elles sont pas très utiles. J'irais même, en fait, c'est une des petites déceptions. Je trouve que c'est la petite fille a de l'importance, puisqu'elle va se remettre progressivement. Et alors ça, c'est vrai que c'est un élément aussi important, puisque elle voit Booba, elle, pour le coup, même, je vais dire post-mortem en tous les cas, elle sent la présence de Booba en tout cas. Elle le dit qu'elle voit d'ailleurs, et c'est ce qui va faire prendre peur au groupe de justiciers, on va dire. C'est ça qui va leur faire peur, c'est qu'elle leur dit qu'elle le voit, et qu'elle parle avec lui, qu'elle échange avec lui. Je trouve pareil, le personnage de la petite fille, et c'est peut-être la petite réserve que j'ai sur le conte aussi. Moi, je trouve qu'il y a un moment donné où on perd en fait cette prise enfantine. En fait, moi, je la trouve super intéressante, cette prise enfantine. Elle est hyper importante pour justement créer cet équilibre du conte. J'ai un point de vue d'adulte, mais j'ai aussi un point de vue d'enfant qui me permet et ça, je trouve ça vachement intéressant aussi, que le film reste en prise avec l'enfance. Je trouve que malheureusement, en fait, au bout d'un moment, on est peut-être trop du côté des adultes, en même temps, ce qui est le propos du film. Je n'ai pas envie de lui reprocher ça non plus. Mais je trouve qu'on perd un petit peu voilà, le point de vue d'un enfant aussi sur la cruauté des adultes. Alors, il y est, parce qu'il
il y a quand même ce regard d'enfant qui regarde encore une fois les atrocités, les guerres absurdes. Et puis Ça très y est, souvent, le personnage du postier va vers la petite fille pour lui voilà. parler et tout. Et c'est là où ça devient très bizarre et très, leur relation peut être assez bizarre. Ah, Mais oui, il y a oui, aussi oui, ça, qui est très étrange aussi. Il y a des trucs comme très ça. En fait, il flirte avec des trucs qui sont hyper tendus. En fait, à plein moment, tu dis, c'est le film, encore une fois, visuellement, apparaît très propre, si je puis dire ça de manière un peu générale, un peu peut-être un peu classique, et cetera. Mais en c'est fait, il exactement ça. flirte avec des trucs très, très moyens. Tu sais jamais, il y a une sorte de zone grise dans laquelle il se fout et tu sais pas vraiment si c'est de l'intention, si c'est conscient, inconscient. Tu sais pas vraiment où il est. Tu sais pas ce que tu dois comprendre vraiment des fois. Effectivement, tu as mis le doigt sur un truc, cette relation entre le postier et la petite fille. Enfin, surtout, en tous les cas, ce que le postier, en fait avec la petite fille, c'est hyper Voilà. Mmh. bizarre. C'est hyper bizarre, effectivement, parce que je pense que je pense parce que là, pour le coup, il y a véritablement un scénariste, en tout cas, qui se pose des questions et qui tente certaines choses, Oui, mais c'est très, très, très intriguant parce que tu peux pas ne pas penser à l'actualité, en tout cas, oui. ce qui est depuis quelques jours, de ce que nous vivons en France. Nous enregistrons le 12 juin et tu peux pas ne pas penser à ça, surtout à ça et voir comment le cinéma aujourd'hui ou même la télévision, moins la télévision je pense, Ouais. comment le cinéma aujourd'hui pourrait questionner ce genre d'affaires et je ne pense pas qu'il y ait eu un remake de ce film-là ou alors alors sauf erreur de ma part, mais ça serait intéressant de voir, comment on pourrait, en parler de ça. Écoute, je te propose peut-être, de mettre 3 points de suspension pour le prochain épisode, le 7e épisode de Mauvais Genre. Je ne sais absolument pas quand est-ce que nous le ferons, mais j'espère que nous le ferons assez vite et je peux d'ores et déjà dire que ce sera Romain qui choisira les films, qui me fera subir ces films, comme peut-être je lui ai fait subir The Prowler, mais en l'écoutant, il y a trouvé quand même du plaisir. Donc, tout va bien. Je rappelle que nous avons parlé dans ce 6e épisode de Mauvais Genre de 2 films qui ont été réalisés en 1981, en tout cas qui ont été montrés en 81, The Prowler de Joseph Zito et La Nuit de l'Épouvantail, Dark Knight of the Scarecrow de Frank de Felita. Ces 2 films sont, je crois, disponibles en DVD Blu-ray, voire même sur des plateformes, mais il faudrait vérifier. Mais en tout cas, je crois qu'ils le sont. En tout cas, ils sont En tout cas, accessibles, pour, Dark Knight of Scarecrow, c'est sûr puisque c'est je sûr. crois que c'est ESC qui l'a je crois, il faut que je vérifie, mais en tout cas, il est sorti, dans un MAD il y a quelques mois maintenant de ça, peut-être une petite année. Donc, je suppose qu'il a dû sortir à côté en Blu-ray et cetera, probablement. Et je pense que les 2 films sont aussi disponibles sur YouTube, mais je ne pense pas sous-titrés en français. Je crois que c'est dans leur langue originale, donc en Oui, anglais. Dark Knight, j'en suis sûr et certain. The c'est très Prowler, probable, ouais. moins sûr, mais c'est très probable. Faudrait vérifier en tout cas. Voilà. Romain, merci à toi pour ta grande Et merci. patience et ton amitié, mais aussi pour, les propos, ta générosité dans tes propos. C'est toujours un plaisir en tout cas. Merci Un peu beaucoup. de même. Merci à toi. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.